1898. En redingote et chapeau de forme, les Parisiens sillonnent la capitale en fiacres et omnibus. Le métro est encore en chantier. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, le public s'apprête à découvrir Cyrano de Bergerac. L'auteur, Edmond Rostand, a 30 ans. Sous la verrière de son studio de Montreuil, Georges Méliès invente le film publicitaire. Pendant ce temps, dans leur laboratoire, Pierre et Marie Curie découvrent le radium. Émile Zola, lui, s'engage de toute son âme dans un procès qui partage la France en deux et attise les passions. L'affaire Dreyfus. Zola est lui-même condamné par la justice et doit pour un temps s'exiler à Londres. À cette époque, l'orgueilleuse Angleterre vient de célébrer avec faste le jubilé de la reine Victoria qui marque l'apogée de sa gloire impériale. Les relations diplomatiques franco-anglaises sont alors plutôt houleuses, principalement pour des raisons de rivalité coloniale. Cette tension va dégénérer en conflit aigu à Fashoda. En Afrique, au Soudan, Fashoda est un lieu stratégique sur le Haut-Nil. Anglais et Français ont la ferme intention de s'y établir. Vont-ils s'y déclarer la guerre? À la fin du XIXe siècle, on trouve sur la scène africaine quelques seconds rôles tenus par le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Mais les deux acteurs principaux sont la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne n'a que quelques possessions africaines. Le chancelier Bismarck souhaitait faire de son pays une grande puissance centrée sur l'Europe. Dans les années 1890, la colonisation fait couler plus d'encre que de sang. Ce grand jeu africain est comme une course aux espaces vacants où un drapeau peut encore être planté. Jules Ferry écrivait alors « Un mouvement irrésistible emporte les grandes nations européennes à la conquête des terres nouvelles. C'est comme un immense steeplechase sur la route de l'inconnu. » Mais qu'est-ce qui fait courir ainsi les Français et les Anglais? Les motivations économiques existent, mais les principaux objectifs de la colonisation sont plutôt politiques et stratégiques. Les Anglais veulent contrôler la zone du canal de Suez et de la mer Rouge, qui est pour eux une étape essentielle sur la route des Indes. La France et l'Angleterre poursuivent chacun à sa manière leur mission civilisatrice. Les deux grandes puissances rêvent de construire des lignes ferroviaires transafricaines. Les Français prévoient l'ouverture d'un axe horizontal allant de l'Atlantique à la mer Rouge. Les Anglais voudraient réaliser un axe vertical reliant l'Égypte à l'Afrique du Sud. Ces deux axes se croisent dans une région non-île dont le point sensible est Fashoda. Les Anglais ont été chassés de ce territoire par une révolte indigène menée par un chef religieux, le Mahdi, qui est comme un messie pour les musulmans. Après la mort du Mahdi, ses partisans, les mahdistes, appelés aussi derviches, entravent toujours les projets des Anglais. La France profite de cette situation pour placer le capitaine Jean-Baptiste Marchand à la tête d'une expédition. C'est la fameuse mission Marchand. Partie de la côte ouest de l'Afrique pour rallier Fashoda, elle a pour but de préparer la jonction Atlantique-Mer Rouge. Apprenant cela, les Anglais renforcent leur lutte contre les mahdistes
pour gagner de vitesse les Français dans la course au Nil et empêcher Marchand d'atteindre Fashoda. Dans le Petit Parisien du 26 décembre 1897, on peut lire: Il y a quelques jours, une sinistre nouvelle a circulé. On disait que les membres de la mission Marchand avaient été anéantis dans la région du Bahr el Ghazal. Il faut rappeler qu'à 3 reprises déjà, les Anglais ont fait courir le bruit du massacre de la mission Marchand. La nouvelle était fausse. Après de longs mois et de multiples péripéties, Marchand, ses sous-officiers et ses 150 tirailleurs sénégalais arrivent enfin à Fashoda le 10 juillet 1898. La place est libre, les Français débouchent le champagne. On installe le campement, la vie quotidienne s'organise, commence alors une longue attente. Où sont les Anglais? Que font les madistes? Pendant un mois et demi, les seules informations sont des rumeurs colportées par les indigènes Chilous. Le 25 août, alerte, bateau de guerre derviche sur le Nil. Les Français repoussent une importante attaque fluviale. Le calme revient jusqu'au 19 septembre, jour où la flottille anglaise vient s'ancrer devant Fashoda. C'est le général Kitchener qui commande les troupes anglo-égyptiennes. Pour atteindre Fashoda, il a dû vaincre définitivement les révoltés mahdistes à Omdurman, en aval du Nil. L'armée de Kitchener est composée de 2000 combattants. La mission Marchand ne compte que 150 hommes. Marchand est prié de rejoindre Kitchener à son bord. L'Anglais est coiffé à l'égyptienne. Rencontre courtoise, mais tendue. Marchand est contraint d'accepter les conditions de Kitchener, qui exige que les couleurs égyptiennes soient hissées non loin du drapeau français, en attendant que les gouvernements français et anglais prennent une décision. À Londres, pour les dirigeants britanniques, la situation est claire. Ou Marchand quitte Fashoda, ou ce sera la guerre. À Paris, Théophile Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, est pris entre cette intransigeance britannique et la lourde pression des nationalistes qui veulent maintenir le drapeau français à Fashoda. Delcassé choisit la paix. Il envoie un câble à Marchand, utilisant pour cela le système de communication anglais, alors en place entre Londres et le Caire. Marchand fait le voyage de Fashoda jusqu'au Caire pour venir lui-même en prendre connaissance. Le message lui ordonne d'évacuer Fashoda et de rentrer en France. En 1899, un journaliste parisien écrit: Retour chargé de tristesse. Tant d'efforts perdus. 3 années entières, s'être sacrifié pour le succès d'une entreprise inouïe et être obligé de rétrograder après le triomphe. Malgré l'amertume et les regrets de Marchand et de nombreux Français, Delcassé a fait le bon choix. On ne va tout de même pas faire la guerre pour la France. Le 21 mars 1899, un accord franco-anglais fixe définitivement la frontière entre le Soudan et la zone d'influence française. Comme la plupart des frontières africaines, elle a été tracée par les diplomates européens, sans tenir compte des populations indigènes. La paix de Fashoda est la dernière grave crise franco-anglaise. Ce dénouement pacifique ouvre la voie au rapprochement diplomatique, c'est le début de l'entente cordiale. La reine Victoria meurt en 1901. En 1903, son successeur, le roi Édouard VII, vient en visite à Paris où il reçoit un accueil des plus chaleureux. La France reconnaît définitivement l'influence britannique sur l'Égypte et le Soudan. En échange, la Grande-Bretagne concède à la France des droits équivalents sur le Maroc. L'Allemagne est
contestera bruyamment la prééminence française au Maroc. La Grande-Bretagne soutiendra la France et permettra d'imposer un règlement favorable à Paris. C'est ainsi que la France impose officiellement son protectorat au Maroc en 1912, conséquence lointaine de son retrait de Fashoda une quinzaine d'années plus tôt et confirmation de l'entente cordiale franco-britannique.